Célébrons le plaisir de l'activité physique. Depuis 25 ans, Participation. Pour soulager la toux nocturne des petits enrhumés, il y a Triaminique Bonne Nuit. Pour soulager la toux et le rhume de vos petits enrhumés, c'est Triaminique Bonne Nuit. C'est un fromage qui sent très fort. C'est une pâte molle. Quand François a le goût de découvrir de nouveaux fromages, il voit sa fromagère. Et pour avoir du vrai bon pain, Marie va chez sa boulangère. Et quand Juliette veut du poisson frais, elle va chez son poissonnier. Et quand M. Gaston veut une salade prélavée, il s'adresse à son fruitier. Si vous aimez la fraîcheur et la nouveauté, voyez vous aussi des professionnels. Métro, profession fromager, poissonnier, fruitier, boulanger. Bon appétit! C'est le temps de découvrir de super rabais chez Eaton. Jusqu'à 50% de rabais sur une sélection d'articles partout en magasin. Plus une foule d'autres aubaines spéciales à la grandeur du magasin. Un magasinage tel que vous l'aimez. Eaton, de meilleures ventes, nous relevons le défi. Re-bienvenue à Cinécure. Nous venons de voir ensemble Né d'un père inconnu qui nous a montré à quel point c'était important pour une personne de retracer ses vraies origines, ses origines biologiques. Que ce soit pour des raisons de santé ou pour quelque autre raison que ce soit, je suis certaine que les gens qui ont été adoptés peuvent comprendre facilement cela. Je vous présente mes invités avec qui nous allons discuter. D'abord, Mme Chantal Desnoyers. Bonjour, Chantal. Bonjour. Vous avez appris à 14 ans, je pense, que vous aviez 15 ans. Un an de plus. Un an. Alors, 15 ans que vous étiez né, vous saviez que vous étiez né d'un père inconnu, mais à 15 ans, vous avez appris que vous étiez né d'un viol, comme la femme dans notre film. C'est ça, c'est exactement Alors, ça. on verra avec vous tout à l'heure ce que ça vous a fait et quelles démarches vous avez entrepris après dans votre vie. Monsieur André Desaulniers, rebonjour, bienvenue. On vous a vu au début du film. On sait que vous êtes membre fondateur d'un comité qui revendique un changement dans la loi, mais vous êtes aussi, vous, un enfant adopté et vous l'avez appris assez tard dans votre vie. En fait, mes parents adoptifs étaient déjà décédés tous les deux et 1 an, 2 ans plus tard, par hasard, une tante m'informait accidentellement que j'avais été adoptée. Imaginez-vous. Vous me direz tout à l'heure. Vous aviez 22 ans, je crois. À peu près, oui. Et Mme Lisette Bissonnette-Renaud, bienvenue chez nous, Madame. Bonjour. Alors, vous êtes peintre dans la vie, vous êtes aussi couturière, donc vous avez beaucoup de talent dans vos mains. Et vous êtes, vous, ce qu'on appelle une mère biologique, en ce sens qu'à l'âge de vers 16 ans, je pense, vous avez dû donner en adoption un enfant que vous aviez eu. On va commencer tout de suite là-dessus. Hein? Vous aviez 16 ans, vous avez eu un enfant, vous pensiez que vous étiez pour le garder. Racontez-moi la suite. OK, d'accord. J'avais 17 ans quand j'ai eu mon enfant. J'avais à peine 17 ans.
Et j'étais sous l'impression que mes parents acceptaient que je garde mon enfant une fois que j'aurais trouvé du travail. Mais seulement qu'ils avaient d'autres Ils ne vous l'avaient pas pour dit moi. encore. Non. Non. Finalement, on a accepté de prendre mon enfant, mais il fallait que je le traite comme mon frère. Oh là! Votre enfant était avec vous 1 an avant qu'il soit adopté. Oui, avec mes parents. Et pendant toute cette année-là, vos parents vous ont demandé de vous comporter comme si c'était votre nouveau petit frère? Exactement. Parce on avait dit que la mère était une nièce qui était morte. Et puis, c'est comme si moi, j'étais morte en réalité. Oh là! Et puis, il fallait que je l'accepte comme mon frère. Mais comme je voulais pas le perdre, alors j'avais pas le choix. Vous avez dû être complètement déchirée quand votre enfant est parti, parce qu'à 1 an, on a le temps de s'attacher. Ce qui est arrivé, c'est que pendant cette année, la travailleuse sociale essayait toujours de me faire signer les papiers d'adoption, les papiers d'abandon. Et je voulais pas. Et puis finalement, une fois dans son bureau, elle a réussi à me convaincre parce qu'elle a appris des choses qui se passaient chez moi. Et puis elle a dit que c'était mieux que... Est-ce qu'on peut dire aux gens du public que chez vous, c'était pas une famille tranquille? Il y avait de la violence. Oui. Bon, on peut dire ça rapidement, c'est pas le sujet de notre émission, mais il faut savoir que si on a pu faire pression sur vous, c'est que dans votre famille, c'était pas harmonieux, en fait. Hein? Donc, on vous a menti aussi. On vous a dit, la travailleuse sociale, qu'elle avait trouvé une famille. Ah oui, on m'avait dit qu'aussitôt que je signerais, qu'il y aurait quelqu'un le lendemain qui le prendrait. Mais on l'a retourné à la crèche Youville, et puis il a été là jusqu'à l'âge de 5 ans. Hein? C'est une triste histoire, mais il faut dire aux gens tout de suite que vous avez retrouvé votre enfant. Oui, et 35 ans, et que là, maintenant, vous le connaissez. Oui. Vous devez être bien contente de ça. Oui. Vous avez eu d'autres enfants, vous êtes mariée. C'est ça. OK. Monsieur Desaulniers, vous aviez 22 ans quand vous avez appris à peu près, hein? Je ne me trompe pas encore dans les âges-là, on ne sait jamais. Ils me disent toujours 22 ans et demi. Quand vous avez appris à 22 ans, comment on ressent ça? On est un homme fait, hein? Bien, moi, c'est devenu un fait parmi tant d'autres parce que j'avais tellement de choses en plan. J'avais mes études au collège que finalement, il a fallu que je mette ça de côté un peu. J'avais toujours ça qui trottait dans la tête. Et finalement, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire des démarches auprès des centres jeunesse. Donc, ça a quand même été un choc pour vous. Là, vous avez l'air de dire que c'était un des événements de votre vie, mais c'est majeur quand même, hein? Oui, bien, c'est qu'à l'époque, je ne pouvais pas m'en occuper autant que j'en aurais voulu. Mais ça vous est resté dans la tête, en fait. Oui, et j'ai fait mes démarches au centre des jeunesse de l'époque, et j'ai obtenu les documents que j'avais le droit. Et après une dizaine d'années de recherche, j'ai finalement retrouvé par mes propres moyens ma famille biologique. OK. Est-ce qu'ils ont bien réagi rapidement, là? C'était pas ce que vous espériez? Bien, il ne faut pas avoir trop d'espérance. Je sais que la plupart des personnes adoptées ont beaucoup d'espérance. Ils pensent être accueillis comme dans une deuxième famille. Mais il faut quand même réaliser qu'eux, ils ont peut-être fait à l'idée que vous n'étiez plus là. Donc, il faut quand même s'adapter aux deux à leur réalité à eux. Chantal, pourquoi est-ce que vous vouliez tant savoir, quand vous étiez adolescente, qui était votre père? Pourquoi vous avez talonné votre mère en lui disant « Maman, dis-moi qui c'est ». Ça faisait 14-15 ans que vous viviez dans cette situation-là. Pourquoi à ce moment-là, vous avez voulu savoir ça? Bien, premièrement, c'est toujours une chose qui a été importante pour moi, là, de savoir mes origines. Je voulais savoir... C'est parce qu'il y avait un côté de moi qui vivait. Il y avait le côté de ma mère qui vivait en dedans de moi. Mais j'avais le côté de mon père qui était inconnu. J'avais besoin de m'identifier aux deux. Tu sais, aux deux personnes là, en tant que telles. J'avais besoin de savoir c'était qui, là, mon père, à quoi il ressemblait, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Et votre mère a résisté à ça jusqu'à temps que vous soyez une belle adolescente. Oui. Et pourquoi, d'après vous l'a dit alors que vous aviez 15 ans? C'est parce qu'il y a un événement qui s'est passé. J'ai failli moi-même être agressée sexuellement. Oh. J'ai eu un attouchement sexuel. Mais la personne en question m'a embrassée de force. J'avais 8 ans. Et de 8 ans à 15 ans, j'en ai pas parlé du tout. Mais là, à l'âge de 15 ans, ça l'a comme parti toute seule, là. Et j'ai commencé à en parler à ma mère. On s'est mis à pleurer tous les deux, puis elle s'est ouverte sur la question là, de mon père. Oui, j'imagine qu'elle a eu peur aussi que vous reviviez ce qu'elle avait vécu, puisque vous étiez né d'un viol vous-même. Est-ce que ça vous a
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez porté, le viol de votre mère? Oui, je le porte encore aujourd'hui. Je porte la différence que je ressens dans moi, la différence face à la société. Pourtant, vous n'êtes pas responsable? Non, pas responsable, mais pour moi, je veux dire, quand ma mère, elle me regarde, ça m'arrive souvent de lui demander comment tu fais pour me regarder sans vouloir dégueuler, sans vouloir vomir. Parce que vous pensez qu'elle voit dans votre visage le visage de son violeur? Oui. Pensez-vous que c'est ça? Sérieusement, là, vous avez demandé à votre mère la même chose, hein? Moi, j'ai demandé à ma mère et elle m'a dit que c'était pas le cas, là, en tant que tel. Sauf que moi, je vois ça d'une autre vision, là. Oui. Parce que pour moi, là, c'est inconcevable qu'elle puisse me regarder puis ne pas se souvenir de ces... De cette violence-là qui lui a été faite? De ce viol-là, là, en tant que tel, oui. Vous pensez qu'on ne peut pas passer par-dessus ça? Ça doit être difficile, en tout cas. Oui. Ça doit être difficile. Parce que moi, à chaque matin, je vais me lever, je vais me regarder dans le miroir, puis qu'est-ce que je vois? Bien, c'est une fille, puis c'est un enfant aussi en dedans de moi qui vient d'une relation de violence. Je peux pas dire que je suis un produit d'amour, je suis un produit de violence. Oui, oui, oui. C'est difficile de penser qu'il y a eu de l'amour là-dedans, même si on peut penser qu'il y en a peut-être eu, hein? Mais bon, c'est difficile de se dire ça. C'est dur de s'avancer là-dessus, là. Oui. Je voudrais connaître la réaction que vous avez eue en connaissant vos parents biologiques. Là, Madame est née d'un père inconnu. On peut pas lui demander quelle est votre réaction de votre père inconnu. Mais vous, quand vous avez vu votre enfant la première fois, comment ça s'est passé? Du côté de votre enfant aussi, là, parlez-moi des deux côtés. Savait-il d'abord qu'il avait été adopté? Il n'a jamais été adopté légalement. Ah, d'accord. Okay. Il a toujours été en foyer nourricier. Comme s'il avait été, c'est ça, comme s'il avait été adopté, mais pas légalement. C'est pour ça que ça a été plus facile pour moi de le retrouver, parce qu'il y avait encore le même nom qu'il y avait à la naissance. Ah. Mais je cherchais toujours mon fils, même si je ne le cherchais pas directement. Je regardais des enfants qui avaient le même âge, quoi que ce soit, puis je me demandais toujours, est-ce que ça pourrait être lui? Dans la vie, là? Ah oui, je me promenais partout. Et puis, chaque fois que je voyais un enfant, peut-être, je pensais qu'il était pour être blond. Et puis, quand je voyais un enfant qui était blond, puis qui avait peut-être les traits de son père ou de moi, je me disais peut-être que ce serait lui. Et puis, j'ai su plus tard qu'on a demeuré très près l'un de l'autre. Et puis, on s'est probablement croisés. C'est incroyable quand même. Mais... je voulais savoir ce qu'il avait l'air, mais la raison principale pourquoi je voulais le retrouver, c'est pour lui dire que je ne l'avais pas abandonné, que ce n'était pas un abandon. Même si on signe des papiers d'abandon qu'on appelle, je ne l'avais pas abandonné. Je n'avais pas le choix. Puis même, quand j'ai signé ces papiers, on ne m'avait jamais dit que j'avais 6 mois pour changer de vie. Oh, c'est terrible. Mais il n'y a personne qui le savait, ça. Je pense que... Tu sais, ça toi aussi, hein? Les gens ne sont pas réellement informés de leurs droits. Puis, justement, même au Québec, vous, c'était en Ontario? Non, c'était au Québec. C'était au Québec, oui. Il y avait cette possibilité-là de désistement. Mais même quand la mère venait chercher l'enfant, on disait que l'enfant était adopté, alors que... Parce qu'il y avait des préjugés envers les filles-mères à cette époque-là. Beaucoup. Et c'est ça, les institutions qui s'occupaient de l'adoption préféraient laisser l'enfant en crèche que de le remettre à la fille-mère. Mais ce qui est terrible, en fait, c'est... Au début de l'émission, je parlais du mensonge. Je pense que les trois, ce que vous partagez, c'est le secret. On a tenu sur vos épaules le poids d'un secret toute votre vie. En fait, jusqu'à temps que vous défonciez le secret. Mais là, il y a plus, il y a le mensonge, et il n'y a pas seulement le mensonge, disons, des parents, il y a un mensonge de société, donc un mensonge institutionnalisé. Ça, c'est plus grave, hein? C'est terrible. Comment vous en êtes sorti? On porte ça tout le temps, là. C'est lourd, un secret, c'est lourd, un mensonge, hein? Je vais vous dire, moi, j'ai aussi eu un autre enfant à l'âge de 20 ans, mais que j'ai gardé avec moi. Et lorsque ma fille a su que mon mari n'était pas son vrai père, c'est là que tout a été ouvert et puis mon secret s'est dévoilé. Et c'est à ce moment-là que... Vous étiez en train de répéter avec le deuxième enfant la même chose, hein? C'est parce que lorsque je me suis mariée, je voulais parler à mon mari de mon passé, puis il m'avait dit « Non, je veux rien savoir de ton passé ». À ce moment-là, c'était quand même un soulagement parce que je n'étais pas vraiment prête à en parler. Mais après quelques années, je voulais en parler, ce fardeau-là était tellement lourd à porter. Et puis là, à ce moment, il ne voulait pas.
Alors, comme la société m'avait dit qu'il fallait garder le secret, moi aussi j'ai gardé le secret. Mon mari me disait garde le secret, je garde le secret. Mais c'est lourd. C'est très lourd. Moi, c'est le secret de mes parents adoptifs, dans le fond. Moi, à l'inverse, je dirais, c'est le soulagement de finalement savoir. Qu'importe ce qu'on retrouve au bout du tunnel, c'est de savoir que, bon, nos parents biologiques, on est nés dans telles circonstances, il y a tels antécédents héréditaires. Je pense que, moi, personnellement, ça m'a donné un soulagement, là, énorme. Ça ne remettait pas en question votre vie familiale avec vos parents qui étaient morts, là? Non, non, pas du tout. Sauf que s'ils auraient été vivants, peut-être que je leur aurais posé des questions. Oui. Mais c'était pas le cas. Pourquoi le mensonge et pourquoi le secret, hein? On va s'arrêter ici, si vous voulez. On va faire une petite pause. Après la pause, on va parler des raisons qui ont poussé M. Desaulniers à vouloir demander un changement de la loi. Et on va voir aussi les conséquences que cela peut avoir dans une vie, en fait, d'avoir été adopté. Alors, on fait une toute petite pause et on vous retrouve tout de suite après. Les journées sont longues, épuisantes. Heureusement, il y a Super Énergex, un tonique vitaminé en ampoule pour vous aider à maintenir une bonne santé. Super Énergex, procurez-vous-le en pharmacie. Vite! Point de vue, un regard inspirant sur le monde, vendredi 22h30. Ce soir, à Canal Vie, si vous croyez que le bonheur serait de vivre sans éprouver la moindre douleur, vous risquez de changer d'avis en regardant Un monde sans douleur à 20h. La peur de l'angoisse lui a paralysé la vie pendant 20 ans. Liette Gagnon raconte son combat contre l'agoraphobie à Victoire, 21h. Venez vous introduire confortablement dans l'univers microscopique de l'os afin de découvrir ce qui supporte réellement votre enveloppe. À Diagnostic, 22h30. Ici Suzanne Labert. Je vous invite à me retrouver chaque jour de la semaine avec la grande équipe de Croque la Vie. Des collaborateurs chevronnés, des chroniqueurs, des spécialistes de la santé. Nous traitons avec eux des questions qui nous touchent tous, la santé physique, la santé mentale, la qualité de la vie. Croque la Vie, un rendez-vous chaque jour pour vous. Croque la Vie, en direct du lundi au vendredi à 18h. Soyez-y. Les enjeux de la santé sont nombreux dans nos sociétés. Pour mieux les comprendre, nous proposons chaque semaine des reportages vivants et touchants qui donnent la parole aux gens. Vous entendrez des témoignages émouvants et des spécialistes vous expliqueront quels sont les défis qui nous attendent. Je vous donne rendez-vous chaque semaine à Santé et Société. Santé et Société avec François Saint-Onge du lundi au mercredi à 14h. Bonjour. Vivre seul est un phénomène qui prend de plus en plus d'importance dans nos sociétés. Je vous invite donc à regarder Solo, une émission que j'anime où, avec des chroniqueurs, des invités, nous abordons diverses facettes de la vie en solitaire. Soyez là. À chaque semaine. Solo, mercredi 19h. Le célibat, un art de vivre. Santé. Vitamine. Ah, Phytovim. Pour aider à maintenir une bonne santé, Phytovim, un bon conseil à suivre à la lettre. Avant cette nuit-là, je n'avais jamais dit un mensonge. Après cette nuit, je n'ai plus jamais dit la vérité. J'adore Seattle. Je haïssais cette ville. Je me suis fait beaucoup d'amis à l'école. Je n'avais pas d'amis. Bess a encore la grippe et doit garder la chambre. C'est comme ça qu'on t'appelait. La grippe.
J'entendais les autres femmes quand elles parlaient d'accouchement. Et même certaines disaient, Bess, tu as de la chance, c'est une douleur que tu ne connais pas. Si j'avais pu seulement dire la vérité. J'aurais dit que j'avais connu bien pire que l'accouchement. On parle comme ça avec nos invités, on est trois, on placote de leur vie un peu, de ce que cela a fait, mais il ne faut jamais perdre de vue le grand drame que c'est que de ne pas savoir qui est votre vrai père, votre vraie mère, ou d'avoir eu à abandonner son enfant. Là, on vient de voir un extrait qui nous montre un peu la souffrance d'une femme qui doit céder son enfant à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui résonne en vous, Lisette. Lorsque j'ai entendu dire, je l'ai entendu dire encore, avant ça, j'avais jamais dit un mensonge. Après ça, j'ai jamais dit la vérité. C'est votre vie, ça? Oui. Hein? Mais un jour, vous avez décidé que la vérité vous appartenait à vous aussi. C'est quelque chose que tous les trois, vous partagez ici. Je sais que Chantal, la vérité pour elle, c'est quelque chose, c'est maintenant une de ses valeurs premières. Si vous voulez changer la loi, c'est aussi pour apporter plus de vérité dans la société. Vous aussi, un jour, vous avez décidé que la vérité, ça vous appartenait à vous aussi. Exactement. Et si on pouvait faire comprendre aux mères biologiques que la vérité, ça vaut tout. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Hein? Et qu'on peut l'assumer. On a vécu assez de secrets. Il est temps, là. Il est temps, vraiment temps de... Est-ce que les gens sont prêts à entendre la vérité? À tous les trois? C'est pas toujours évident pour eux d'entendre la vérité. Là. Ça les remet en question aussi, beaucoup. Il y a des choses, des fois, qu'ils ne veulent pas revoir, puis il faut qu'ils le revoient en tant que tel. Si vous portez encore le viol de votre mère, Chantal, dans votre vie à vous de jeune femme si formidable, est-ce que c'est pas que le mensonge aurait été plus utile pour vous? Est-ce que vous ne pensez pas que le mensonge vous aurait protégé de cette souffrance-là que vous ressentez? Non, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis un peu plus libérée que quand j'étais plus jeune. Parce que j'ai su, là, ça fait 1 mois que je sais qui est mon père biologique. Et moi, je voulais avoir la vérité absolument. Le fait que c'était un secret qui m'était caché me faisait plus mal que d'avoir vraiment la vérité. Même si cette vérité-là est souffrante? Même si elle est souffrante. Au moins, je savais c'était quoi mes origines, puis c'était quoi la vérité. Parce qu'il faut bien comprendre que les bonnes intentions ont présidé à tous les mensonges que vous avez vécus. C'est des mensonges qui se voulaient protecteurs. Ouais. Bien, moi, je trouve ça... j'ai toujours trouvé, après coup, là, puis c'est le cas de toutes les personnes adoptées probablement, c'est que la vérité est là. On se trouve être le seul à être exclu de la vérité. Parce que moi, personnellement, mon village natal... Mon village où j'ai resté était au courant de mon adoption, mon voisinage, les parents de mes amis. Finalement, j'étais le seul à ne pas savoir que j'avais été adoptée. Et c'est la même chose pour les mères biologiques. Ils pensent avoir un secret à pas dévoiler à la famille. Mais en fait, la vérité, c'est que tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Fait que là, tu te retrouves à deux tabous. C'est le dindon de la farce, autrement dit. Oui, exactement. Oui, en quelque sorte, oui. On va parler de votre projet de loi. On va prendre un petit moment. Là, il ne reste pas beaucoup de temps à notre émission. Il y a une loi actuellement, bien sûr, qui protège surtout la confidentialité pour les parents biologiques. Les parents biologiques ont un peu la clé pour ouvrir toute la boîte de cette question d'adoption-là. Oui. Vous voulez faire changer ça? Oui. La situation actuelle au Québec fait en sorte que, d'un premier angle, on ne peut pas être facilement informé du fait qu'on a été adopté si nos parents adoptifs ne nous le disent pas. L'autre angle, effectivement, c'est l'aspect de la confidentialité. Une personne ne peut pas connaître ses antécédents héréditaires comme qu'elle voudrait. Nous, qu'est-ce qu'on propose? Parce que la situation actuelle, il faut être clair là-dedans, c'est que si on ne retrouve pas les parents biologiques ou s'ils sont décédés, les dossiers d'adoption sont définitivement fermés. Et ça veut dire pour des dizaines de milliers de personnes adoptées au Québec, il n'y en aura pas
solutions. Et on sait qu'il y a plus de 11 000 membres pour seulement le mouvement Retrouvailles qui n'est pas représenté ici. Puis il y aurait 300 000 personnes qui seraient touchées par une telle Puis ici, on démarche considère, éventuellement. C'est ça. Moi, je crois que c'est un problème de société parce que si on considère leur famille adoptive, leur famille biologique et leur descendance, c'est quasiment toute la population qui est concernée. Pourtant, un des arguments que j'aimerais vous entendre là-dessus, vous deux aussi, hein? Un des arguments que vous développez, c'est au nom de la santé et au nom de l'hérédité. Il y a cependant dans le projet de loi actuel des cas où, pour des raisons de santé qui mettent la vie en danger, etc., le cas du film, où on peut avoir accès à ces dossiers-là. C'est l'article 584 du Code civil du Québec. Le problème de cet article-là, c'est un processus judiciaire. C'est long. Dans le cas du film, la personne n'avait pas le temps d'attendre après ces démarches judiciaires-là pour contacter sa mère. Elle a dû, de son propre chef, faire l'enquête, faire les dépenses, faire les recherches, parce que ça pressait son affaire. Elle n'avait pas le temps d'attendre 6 mois, un an, qu'il y ait un résultat judiciaire pour se faire dire que finalement, la personne est décédée ou est introuvable. OK. Donnons-nous un petit cas. Je veux avoir votre réaction. C'est pour ça que je vais vous proposer ça. Donnons-nous un petit cas hypothétique. À 18 ans, le jour de votre anniversaire, vous recevez par la poste ou votre enfant reçoit par la poste une petite lettre du gouvernement lui disant « Voici, vous avez été adopté ». Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous pensez qu'on réagirait? Chantal? Ça donne tout un choc. Ça, c'est sûr Mettez-en. C'est une réalité qui est dure à prendre. C'est encore une remise en question aussi là-dessus. Mais c'est dur aussi à croire, peut-être, de voir ça. On ne sait même pas si on croirait ça. Hein? C'est... Comment je pourrais dire ça? Donc, c'est difficile à croire. Pourtant, vous êtes une partisane de la vérité, Chantal. Oui, vérité. Mais moi, il ne faut pas se leurrer. Au Québec, la plupart des adoptés ont entre 30 et 60 ans. Et ils viennent à un stade dans leur vie où c'est que les informations exactes sur leur santé, leurs antécédents deviennent importantes. Et je crois que c'est important que si leurs parents adoptifs ne les ont pas informés là-dessus, qu'eux soient informés par le gouvernement, parce que c'est le devoir, ça devient... Un devoir de société. Un devoir de société qu'ils soient informés. Parce que eux, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils donnent les antécédents héréditaires de leurs parents adoptifs. Si vous voulez, je vais me permettre de donner l'adresse de votre site Internet parce que les gens à la maison qui seraient intéressés d'aller plus loin, il y a beaucoup d'informations sur le site de M. Desaulniers. Il y a aussi beaucoup de renseignements sur la loi et sur ses actions. Alors, si jamais vous voulez aller voir le site Internet, l'adresse est celle que vous voyez à l'écran, donc le www.total.net, le petit tiret espagnol, là, que je ne sais jamais dire, et le mot adoption. C'est une adresse assez simple. Vous pouvez aussi, si vous allez sur la Toile du Québec, demander seulement le mot adoption et vous aurez accès donc à tous les sites d'adoption qu'il y a actuellement. Juste le petit mot de la fin à Mme Lisette. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut changer la loi? Est-ce que le gouvernement devrait agir? Définitivement. Il faut arrêter ces secrets. Et puis, la seule manière d'arrêter le secret, c'est un devoir de vérité pour la société. Vérité, Merci à tous les trois d'avoir partagé votre expérience. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission de Cinécure. Au revoir. Pour nous faire part de vos commentaires sur notre émission, nous suggérer des sujets ou des invités, laissez-nous un message à la boîte vocale de Canal Vie, le 529-3255. Vous pouvez aussi nous écrire à Canal Vie, Cinécure, 1717 boulevard René-Lévesque Est à Montréal. Le code postal est le H2L 4E8. Vous pouvez aussi nous appeler ou nous écrire de multiples façons, comme vous le voyez à l'écran. Notre numéro de téléphone à Cinécure est le 866-5925 et pour les gens de l'extérieur de Montréal, 1-888-895-0696. Téléphonez-nous.